On est passé d'un tweet au ministre de l'Agriculture. Oui, alors j'avais 10 000 followers sur Twitter, essentiellement des passionnés d'agriculture ou d'orage qui me suivaient. Enfin, c'est vraiment un truc de niche. Ouais, il y a vraiment une vraie passion de geek. À la sortie de ce tweet, j'ai eu à peu près, je crois, 10 000 abonnés de plus, quoi. Bon, on va pas regarder le nombre d'abonnés, c'est pas ça qui fait la personne. Mais ce qui s'est passé, c'est que vu la véracité des prévisions et surtout la catastrophe réelle sur le terrain qui a été constatée à l'arrière, bah mon tweet a fait le tour de France, voire même le tour du monde, parce que j'ai quand même reçu des interviews de Washington Post, de New York Times, je crois, enfin des trucs complètement délirants, moi qui étais juste un scientifique un peu dans mon coin à cette période-là, et du ministre de l'Agriculture qui voulait savoir comment j'ai pu prédire avec 10 jours à l'avance ces pertes de rendement. Pour commencer, tu ouvres ton livre sur un événement d'avril 2021 où, grâce à des modèles climatiques, tu vois bien qu'il y a une catastrophe climatique qui se prépare et pourtant personne n'en parle. Et donc, s'ils sont pas au courant, les agriculteurs ils risquent de perdre une énorme partie de leur récolte. Tu peux nous raconter ? Bien sûr. Alors, c'était pas un élément climatique, c'était un événement météorologique. Parce que la météo, c'est le court terme, le climat, c'est le long terme. Donc là, on va parler d'un événement météorologique qui impacte les agriculteurs, donc à court terme. En avril 2021, on a eu un mois de mars extrêmement doux, voire chaud. On a relevé parfois plus de 30 degrés dans le sud-ouest de la France. Donc c'est bien en mars, hein, je me trompe pas de date. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, en avril, on a eu une descente d'air froid. Alors, il est courant d'avoir des descentes d'air froid en avril. Sur cette descente d'air froid, elle était particulièrement musclée puisqu'on a battu des records de froid, moins que les records de chaleur qu'on a battus en mars, cependant. Et donc, les végétaux étaient très en avance. On avait parfois des arbres qui étaient en fleurs 2 à 3 semaines en avance, et ce qui faisait que lorsque cet air froid est arrivé, les végétaux étaient très sensibles. Quand un bourgeon s'ouvre, il devient très sensible au froid. Un bourgeon fermé, c'est moins 20 degrés, moins 25, parfois moins 30 de résistance. Un bourgeon à demi ouvert, on est à moins 10, moins 12. Par contre, un bourgeon ouvert, on est à moins 2, moins 3, voire moins 1 degré de résistance lorsque la fleur est sortie. Donc l'objectif de mon travail, c'était pas juste de dire, bon, il y a de l'air froid qui arrive, comme ferait un météorologue. L'agrométéorologue le relie à l'état des végétaux. L'état des végétaux étant très sensible, j'ai lancé une alerte nationale, d'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, en disant, il y aura une catastrophe nationale puisque nos végétaux sont très en avance et qu'il y a une descente d'air froid qui arrive, et ça n'a pas loupé. Ce fut la plus grosse catastrophe, ou l'une des plus grosses catastrophes agricoles nationales depuis 1945. En tout cas, c'est la plus grosse du 21e siècle sur 25 ans. Mais je crois que toi, à l'époque... 2 milliards de pertes de rendement, hein, je tiens à préciser. 1 milliard de pertes de rendement. Wow. 2 milliards. 2 milliards. Je crois qu'à l'époque, toi, t'étais pas à ce point-là sur les réseaux, en tout cas reconnu que c'était vraiment un peu une bouteille à la mer, hein, que tu lançais sur Twitter, et en fait, ça c'est devenu complètement viral. T'as reçu un appel du ministre de l'Agriculture, et c'est là où tu dis, ouais, en fait, il y a vraiment un fossé. Comment ça se fait que personne alors comment on est arrivé à là, qu'on est passé d'un tweet au ministre de l'Agriculture? Oui, alors j'avais 10 000 followers sur Twitter, essentiellement des passionnés d'agriculture ou d'orage qui me suivaient. Enfin, c'est vraiment un truc de niche. Ouais, il y a vraiment une vraie passion de geek. À la sortie de ce tweet, j'ai eu à peu près, je crois, 10 000 abonnés de plus, quoi. Bon, on va pas regarder le nombre d'abonnés, c'est pas ça qui fait la personne. Mais ce qui s'est passé, c'est que vu la véracité des prévisions et surtout la catastrophe réelle sur le terrain qui a été constatée à l'arrière, mon tweet a fait le tour de France, voire même le tour du monde, parce que j'ai quand même reçu des interviews de Washington Post, de New York Times, je crois, enfin des trucs complètement délirants, moi qui étais juste un scientifique un peu dans mon coin à cette période-là, et du ministre de l'Agriculture qui voulait savoir comment j'ai pu prédire avec 10 jours à l'avance ces pertes de rendement. Voilà. Et il faut bien comprendre que, tu le disais à demi-mot, que le changement climatique, voilà, c'est pas juste plus 2 degrés en moyenne, c'est plus 10 degrés aujourd'hui et moins 8 degrés demain. Donc c'est pas que le réchauffement climatique le problème, c'est le dérèglement climatique. D'où cette histoire de...
de faux printemps là, dans tu nous notre cas, expliquais. le réchauffement climatique, il intervient dans le fait que nos végétaux ont eu de la très forte douceur en mars. Ouais. Et les scientifiques de l'INRA, notamment, ont publié pas mal d'articles scientifiques sur lesquels j'ai participé ou non, parce qu'il y a plusieurs agroclimatologues en France, et qui disaient le fait d'avoir de la douceur au printemps, nos végétaux seront de plus en plus en avance. Et donc de plus en plus sensibles au gel. Ce qui se passait avant en avril, c'est que on avait donc des végétaux qui étaient en bourgeon fermé, au stade bourgeon fermé, en avril, et donc qui n'avaient pas aucun dégât. Ils pouvaient geler en avril, -7, -8, -10. Ouais. Tant que le bourgeon était fermé, il ne se passait rien. On parlait pas du gel en avril avant, sauf fin avril, voire en mai, mais ça c'était autre chose. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que on a certes un gel qui est moins intense, donc au lieu qu'il fasse -8, il fera peut-être -4, parce que le climat, globalement, s'est réchauffé. Par contre, nos végétaux ne sont plus bourgeons fermés, ils sont en fleurs. Et ce qui se passe donc, c'est que la descente d'air froid arrive sur des végétaux très sensibles et provoque plus de dégâts. Le changement climatique, en fait, dans cette histoire, il intervient par le fait que nos fins d'hiver sont plus douces, que nos végétaux sont plus en avance. Ouais. Et c'est vraiment étudié, chiffré. Hein. Je sors pas de ça de mon chapeau, c'est le cas de le dire d'ailleurs. On a gagné à peu près 1 semaine, 10 jours sur voire 2 semaines sur les prunus, donc les abricots, les pommes, les poires, okay. les pruniers, les pêches. Donc on a gagné à peu près 1 semaine à 2 semaines. Sur la plupart des arbres, d'ailleurs, on a gagné 1 semaine à 2 semaines. Sur les arbres de végétation, on va dire de forêt, donc pas des arbres agricoles, on a gagné à peu près 1 semaine. Et en Suisse, ils calculent en fait l'indicateur du début du printemps avec 10 indicateurs suivant des oiseaux, suivant je crois que la floraison du noisetier est pris en compte. Et tout ça, on a gagné à peu près 2 semaines d'avance. Par contre, on a toujours du gel en avril, ce gel d'avril étant moins intense, mais par contre plus dévastateur parce que nos végétaux sont plus sensibles. Ouais. Donc ces énormes pertes, on disait 2 milliards d'euros, c'est un exemple parmi 1000 d'événements climatiques ou météorologiques effectivement qui peut affecter les récoltes de nos agriculteurs. Mais souvent ces drames agricoles, ça peut être un peu abstrait, lointain parce que invisibilisé dans les médias. Mais en fait, t'as quand même des gens qui voient des années de travail anéanties en 30 minutes. Tu peux nous en dire plus sur les orages? En fait, c'est pas juste un détail météo ou le gel, c'est des drames humains. Ce type d'événement, quelles conséquences concrètes ça a sur les récoltes et les vies des agriculteurs? Et est-ce que toi, il y a un témoignage d'agriculteur qui t'a particulièrement marqué? Oui, alors il y a des témoignages d'agriculteurs qui m'ont particulièrement affecté. C'est notamment après le gel d'avril 2021. Je veux dire, là toute la profession fruits et vignes de France était à terre. Mais quand je te dis à terre, c'est genre ils pleuraient quoi. Hein. Donc oui, ça m'a particulièrement marqué de voir ces impacts-là et surtout cette non avant-garde, on va dire, cette non préparation. C'est-à-dire que les résultats scientifiques à ce sujet, qui les démontraient bien depuis 20 ans, n'étaient pas pris en compte et qu'il y avait une incompréhension du milieu agricole. Donc, qu'est-ce que ça provoque? On reprend 2021, donc là on a eu 2 milliards de pertes de rendement sur le gel. On reprend 2022, on a eu jusqu'à plus de moins 50% dans le sud de la France sur le maïs, par exemple. Ceci dit, c'est pas l'événement climatique en soi qui va tuer nos agriculteurs. Un seul événement climatique pris isolé, comme 1976, 1956, ne va pas détruire l'agriculture française. Ce qu'on observe, c'est que tous les ans, on a soit un excès, soit un déficit, soit une forte chaleur, soit une canicule. Enfin, il y a tous les ans quelque chose qui fait que produire en France devient de moins en moins serein. Alors, on n'est pas encore sur les genoux, il y a quand même des professions qui s'en sortent mieux, mais si je prends les maraîchers, ils se font taper de tous les côtés. Les déficits d'eau, les canicules, les excès d'eau, tout ça, ça provoque soit des maladies, soit des problèmes de croissance, soit des problèmes de rendement. Donc c'est vraiment, il y a zéro anticipation, quoi. C'est ça que tu dis. Comment? Parce qu'il y a zéro anticipation. Oui, alors pas des agriculteurs, mais c'est qu'il y a zéro préparation. Les agriculteurs, ils se débrouillent comme ils peuvent. C'est-à-dire que s'ils ont accès à l'eau, ils peuvent mettre de l'irrigation, ils essayent pour la plupart de réduire aussi l'empreinte sur leur sol pour réduire, pour mieux stocker l'eau dans le sol, donc c'est-à-dire moins de labour, plus de couvert végétal. Ils essayent de modifier les choses. Certains, je dis bien certains, replantent des haies pour limiter le vent, l'évapotranspiration. C'est pas le cas de tous, malheureusement. D'autres se tournent vers d'autres nouvelles cultures. Hein. La clémentine dans le Languedoc-Roussillon, la pistache du côté de Cavaillon, l'huile d'olive du côté de Bordeaux, des choses qui sont plus résistantes aux fortes chaleurs et ou aux sécheresses. Par contre,
C'est pas une question de non-anticipation du milieu agricole. Si on donnait suffisamment de moyens au milieu agricole financier, il pourrait anticiper beaucoup de choses. Pour moi, je pense plus d'un organe politique qui fasse le pont entre la science et les agriculteurs. C'est ça. C'est qu'il y a une non-anticipation surtout politique. C'est pas aux agriculteurs de développer de nouvelles filières sur un territoire. Donc, une nouvelle filière, c'est quand on a un nouveau produit agricole, c'est la consommation, la vente, la transformation, le stockage, c'est vraiment tout jusqu'au consommateur. Okay. C'est pas eux qui peuvent gérer ça. Ce sont des milliards d'euros par filière, c'est pas eux. Et en général, pour mettre une filière en place, il faut beaucoup de communication, de marketing. Ça met une dizaine d'années, parfois 30 ans. C'est pas eux à le faire. Les agriculteurs, c'est des techniciens du vivant et du sol. Par contre, ils peuvent pas gérer l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc, il manque un maillon politique fort dans tout ça, qu'il soit français, qu'il soit européen, qu'il soit d'ailleurs financier. Au final, il manque des moyens de projection climatique à long terme et de projection agricole à long terme. Quelle sera la France en 2050? Pour l'instant, on navigue vraiment à vue, c'est-à-dire qu'on a une politique, ce qu'on appelle une politique du pansement. Dès qu'il y a un événement de gel, un événement de canicule, on renfloue un petit peu les entreprises agricoles pour éviter certaines faillites, mais on va pas chercher à résoudre le problème à l'origine, à la source. Ouais. On a des enveloppes de plus en plus importantes de perte de rendement, mais par contre, on s'adapte pas à 2050. On fait rien pour éviter que ça se reproduise. Politique, politique et même de compréhension politique pour moi.